Charlotte ajusta sa robe noire une dernière fois avant de sonner à la porte de ses parents. À travers la vitre, elle aperçoit déjà les invités qui remplissent le salon pour les 60 ans de sa mère. 40 personnes au moins. Famille, voisins, collègues de son père. Tous ceux qui comptent dans leur petite ville. Elle inspire profondément. 3 semaines se sont écoulées depuis son licenciement de Durand et d'Associés. La comptabilité où elle travaillait depuis 2 ans. 3 semaines à essuyer les regards compatissants, les questions indiscrètes, les conseils non sollicités. Et ce soir, elle devra affronter sa famille. Sa mère lui ouvre avec un sourire forcé. « Charlotte, tu es venue. » Le ton dit tout. Tu es venue malgré ta situation embarrassante. Charlotte embrasse sa mère et pénètre dans la maison de son enfance. Les conversations s'interrompent une seconde quand elle apparaît, puis reprennent avec cette fausse normalité que les gens adoptent face à l'échec des autres. Marie, sa sœur cadette de 26 ans, trône près de la cheminée dans un tailleur Chanel. Avocate dans un cabinet prestigieux de la capitale, elle rayonne de cette assurance que donnent le succès et l'approbation familiale. Leurs regards se croisent. Marie lui adresse un sourire poli, rien de plus. Charlotte se dirige vers le buffet, tentant de se fondre dans la foule. Elle salue les invités par politesse, encaisse leur « Comment ça va ?» chargé de sous-entendus. Tout le monde sait. Dans une ville de 15 000 habitants, les nouvelles circulent vite. Son père, Marcel, monopolise l'attention près du bar improvisé. Homme d'affaires respecté, il dirige une petite entreprise de matériaux de construction et siège au conseil municipal. À 58 ans, il garde cette prestance qui impose le respect. Charlotte l'observe distribuer ses opinions sur l'économie locale, la politique, l'éducation des jeunes. Les invités l'écoutent religieusement. Elle se sent invisible, étrangère dans sa propre famille. L'ambiance se réchauffe avec le champagne. Les rires fusent, les anecdotes s'échangent. Charlotte reste en retrait, sirotant son verre, regardant sa montre. Encore 1 heure, et elle pourra s'éclipser discrètement. C'est alors que Marie frappe son verre avec une petite cuillère. « Mesdames et messieurs, j'aimerais porter un toast à notre mère bien-aimée. » Un silence attentif s'installe. Charlotte sent son estomac se nouer. Elle connaît ce regard dans les yeux de sa sœur. Cette étincelle malicieuse qui n'annonce rien de bon. Marie lève son champagne, souriante. « Maman, tu nous as élevées pour devenir des femmes fortes et indépendantes. » Regarde le résultat. Elle marque une pause, parcourt l'assemblée du regard. J'ai la chance d'exercer un métier que j'adore, de défendre la justice chaque jour. Et puis il y a ma sœur, Charlotte. Charlotte sent 40 paires d'yeux se tourner vers elle. Son cœur s'emballe. Ma sœur s'est encore fait virer. Marie articule chaque mot distinctement, comme si elle s'adressait à des sourds. As-tu déjà pensé à faire le ménage, Charlotte ? Ça te va mieux. Des ricanements étouffés parcourent l'assemblée. Charlotte sent le rouge lui monter aux joues. Elle cherche un endroit où se cacher, mais elle est encerclée. Son père éclate de rire, ce rire grave et sonore qui remplit toute la pièce. Au moins, tu ne peux pas te faire virer de ce travail. Cette fois, c'est l'hilarité générale. Les invités s'esclaffent, certains applaudissent même. Charlotte reste pétrifiée, le champagne tremblant dans sa main. Elle regarde sa mère, espérant un signe de désapprobation, un geste de protection. Mais sa mère détourne les yeux, un sourire gêné aux lèvres. Quelque chose se brise en Charlotte. Une digue qui cédait depuis des années sous la pression des humiliations, des moqueries, du mépris à peine voilé. Elle pose son verre sur la table basse et se dirige vers Marie. « Donne-moi ça. » Elle prend le micro des mains de sa sœur surprise. Le silence revient d'un coup, chargé d'une tension palpable. Charlotte sent son pouls battre dans ses tempes, mais sa voix est parfaitement calme quand elle parle. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai été licenciée ? Vraiment ?» Elle parcourt l'assistance du regard, s'arrêtant sur chaque visage. Ces gens qui la jugent, qui rient de ses échecs, qui se délectent de sa chute. J'ai été virée parce que j'ai refusé de falsifier les livres de comptes. Mon patron voulait que je maquille les chiffres pour échapper à un contrôle fiscal, que je devienne complice de fraude. Sa voix se raffermit. J'ai dit non, et j'ai été licenciée le lendemain pour incompétence professionnelle. Le silence est total maintenant. Plus un rire, plus un murmure. Les invités échangent des regards gênés. Marie a perdu son sourire narquois. Alors oui, je me suis fait virer.
Parce que j'ai choisi l'honnêteté plutôt que la complaisance. Parce que j'ai préféré perdre mon travail plutôt que mes principes. Elle marque une pause, regarde son père droit dans les yeux. Et si c'est ça, échouer, alors je suis fière d'être une ratée. Elle repose le micro et se dirige vers la sortie. Dans le salon, personne ne bouge, personne ne parle. On n'entend que le bruit de ses talons sur le parquet et le claquement de la porte d'entrée. Dehors, l'air frais de septembre lui fouette le visage. Charlotte inspire profondément, les mains tremblantes. Elle vient de brûler tous ses ponts en moins de 2 minutes. Sa famille, ses relations, sa réputation dans cette petite ville, tout vient de voler en éclats. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle se sent libre. En remontant dans sa voiture, une certitude s'impose à elle avec une clarté douloureuse. Elle ne dépendra plus jamais de personne. Plus jamais elle ne donnera à quiconque le pouvoir de l'humilier. Elle va reconstruire sa vie, seule, selon ses propres règles. Et elle va leur prouver à tous qu'ils avaient tort sur son compte. La guerre vient de commencer. 3 jours après la fête, Charlotte reçoit un SMS de Marie. Il faut qu'on parle. Elle supprime le message sans répondre. Le lundi suivant, sa mère l'appelle. Charlotte laisse sonner. Puis son père. Même silence. Le répondeur se remplit de messages qu'elle efface sans les écouter. Sa décision est prise. Il n'existe plus. L'appartement de Charlotte se transforme en forteresse. 2 pièces au 3e étage d'un immeuble des années 60, avec vue sur le parking du supermarché. Pas luxueux, mais c'était son refuge. Été, car la réalité frappe vite. Sans salaire, impossible de payer les 800 € de loyer. Elle épluche ses relevés bancaires. 1200 € sur son compte courant. Quelques économies sur un livret. De quoi tenir 2 mois, 3 maximum en serrant les dents. Les offres d'emploi dans sa spécialité se comptent sur les doigts d'une main. Comptable dans une petite ville, c'est un marché restreint. Et sa réputation la précède désormais. Durand, un associé, a fait circuler sa version. Charlotte Moreau, employée difficile et peu fiable. Charlotte découvre l'amertume de celui qui dit la vérité dans un monde de complaisance. Personne ne veut embaucher une femme qui refuse de fermer les yeux sur les irrégularités. Les semaines s'égrènent. Les entretiens se soldent par des refus polis mais fermes. L'argent fond comme neige au soleil. Charlotte calcule et recalcule, repousse les échéances, négocie des délais. Mais les chiffres sont implacables. Un matin d'octobre, elle trouve sa propriétaire sur le palier. « Mademoiselle Moreau, nous devons discuter. » Madame Petit, 60 ans, regard perçant derrière ses lunettes à chaînettes. Elle brandit l'avis de résiliation. « Vous avez 15 jours pour libérer les lieux. » Charlotte hoche la tête sans protester. 15 jours pour trouver un miracle ou accepter l'inacceptable. Demander de l'aide. Cette nuit-là, allongée sur son lit, elle fixe le plafond où serpente une fissure qu'elle connaît par cœur. L'orgueil. Ce sentiment nouveau qui la porte depuis la fête et la dévore en même temps. Jamais elle ne retournera ramper devant sa famille. Jamais elle ne leur donnera la satisfaction de l'avoir échoué. Elle va s'en sortir, seule. Le lendemain, Charlotte découvre un monde qu'elle ignorait, celui des emplois précaires. Serveuse dans un café, quelques heures le matin. Femme de ménage dans des bureaux, le soir après la fermeture. Garde d'enfants le week-end. 3 emplois différents pour un salaire dérisoire. Sans sécurité, sans avenir. Mais c'est son choix, sa liberté. Elle déménage dans un studio de 20 mètres carrés, quartier populaire. Moquette usée, papier peint qui se décolle, plomberie capricieuse. Mais c'est chez elle, payée avec son travail, sans rien devoir à personne. Les journées deviennent marathons. Debout à 5 heures pour nettoyer les bureaux avant l'ouverture. Service au café de 8 heures à midi. Pause déjeuner consacrée aux démarches administratives. Ménage chez des particuliers l'après-midi. Garde d'enfants certains soirs. Charlotte maigrit. Ses traits se creusent. Des cernes apparaissent sous ses yeux. Mais elle tient bon. Portée par une détermination farouche qui surprend jusqu'à ses employeurs. Un soir, en nettoyant les locaux d'une petite entreprise, elle tombe sur sa grand-mère Margot qui l'attend devant l'immeuble. « Ma chérie. » Margot a 80 ans et la tendresse de ceux qui ont traversé toutes les tempêtes. Elle tend un sac de courses à Charlotte. « Je passais dans le quartier. » Mensonge évident. Le quartier est à l'autre bout de la ville, et Margot ne conduit plus depuis 2 ans. Charlotte hésite. Dans le sac,
Elle aperçoit des plats préparés, des fruits, du pain frais. Son estomac gargouille. Elle n'a mangé qu'un sandwich depuis le matin. « Grand-mère, je ne peux pas… » « Bien sûr que si. » Margot lui caresse la joue. « Tu n'as rien à prouver avec moi. » Cette nuit-là, Charlotte savoure le pot-au-feu de sa grand-mère, en pleurant pour la première fois depuis des semaines. Non pas de tristesse, mais de gratitude pour cette femme qui l'aime sans condition. Pourtant, même cette aide minimale lui pèse. Charlotte a construit sa nouvelle identité sur l'indépendance totale. Accepter de l'aide, même de Margot, fissure l'armure qu'elle s'est forgée. Elle établit des règles strictes. Pas plus d'une visite par mois, pas d'argent, juste un peu de nourriture qu'elle s'engage à rembourser plus tard. Margot accepte sans discuter, comprenant que Charlotte a besoin de cette fierté pour survivre. Les mois passent. Charlotte s'endurcit, apprend les codes de sa nouvelle vie. Elle découvre la solidarité des invisibles, ces gens qui travaillent dans l'ombre pour faire tourner le monde. Femmes de ménage, agents de sécurité, livreurs nocturnes. Une population laborieuse et discrète qui ne demande rien d'autre qu'un salaire honnête. Progressivement, Charlotte apprivoise sa colère. La rage brute du début se transforme en détermination froide. Elle va leur prouver à tous qu'ils se trompaient sur son compte. Mais pas par vengeance, par orgueil. Un orgueil qui devient sa nouvelle religion. Janvier. 6 mois après la fête qui a tout changé. Charlotte pousse la porte vitrée de l'écho local à 21h. Le journal régional ferme ses bureaux, mais elle commence son travail. Femme de ménage de nuit. 3 fois par semaine, de 21h à 1h du matin. 40 € la nuit, au noir. Pas de contrat, pas de sécurité, mais de l'argent pour compléter ses maigres revenus. Charlotte connaît les lieux par cœur désormais. Open space au rez-de-chaussée, bureau de direction au premier étage. Elle commence toujours par vider les corbeilles, puis aspire les sols, nettoie les surfaces. Routine bien huilée, gestes automatiques. Ce soir-là, une lumière filtre sous la porte du bureau 12. Charlotte frappe doucement. Entrez. Un homme d'une trentaine d'années lève les yeux de son écran. Chemise froissée, barbe de 3 jours, cerne sous les yeux. Des dossiers s'empilent sur son bureau, des articles imprimés jonchent le sol. Je suis désolée. Je ne savais pas que quelqu'un travaillait encore. Pas de problème. Lucas Martin, journaliste économique. Et vous êtes… Charlotte, le ménage. Il sourit. Premier sourire sincère qu'elle reçoit depuis des mois. Bonsoir Charlotte le ménage. Je finis juste un article sur les fraudes aux subventions dans le BTP. Charlotte sursaute. Les fraudes, elle connaît. Elle range ses affaires avec une précision inhabituelle. Réaligne les dossiers par ordre alphabétique. Trie les documents par catégorie. Lucas observe cette méticulosité surprenante. Vous vous y connaissez en comptabilité ? Charlotte hésite. Depuis 6 mois, elle cache son passé professionnel. Femme de ménage, c'est plus simple. Pas de questions. Pas de jugement. Un peu. Lucas l'étudie avec curiosité. Cette femme range ses documents comptables avec une précision d'expert. Elle remet en place un tableau de flux de trésorerie qu'il avait abandonné, découragé par sa complexité. Ce dossier vous dit quelque chose ? Charlotte jette un œil aux documents. Analyse financière d'une PME locale. Elle repère immédiatement les incohérences, les chiffres qui ne collent pas, les lignes suspectes. Ah, il y a des anomalies dans les comptes. Là et là aussi. Elle pointe du doigt des montants soulignés au fluo. Ces virements sont louches, et cette provision pour risque divisée par 3 d'une année sur l'autre. Lucas se redresse. Cette femme vient de décortiquer en 30 secondes ce qui lui prenait des heures à comprendre. Vous n'êtes pas vraiment femme de ménage, n'est-ce pas ? Charlotte se fige. Son masque vient de tomber. Elle ramasse précipitamment ses produits d'entretien. Je dois y aller. Attendez. Lucas se lève. Je m'excuse. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. C'est juste que… J'aurais besoin d'aide sur ces dossiers. Vous avez un œil que je n'ai pas. Charlotte s'arrête, la main sur la poignée. Depuis des mois, elle se contente de nettoyer, servir, garder des enfants. Ses compétences se rouillent. Son cerveau s'engourdit. Cette proposition réveille quelque chose en elle. Je suis comptable de formation. Enfin, j'étais. Que s'est-il passé ? J'ai dit non quand on m'a demandé de fermer les yeux. Lucas hoche la tête, comprenant sans qu'elle ait besoin d'expliquer davantage. Écoutez,
Je travaille sur plusieurs enquêtes sur des fraudes d'entreprise. Votre expertise m'aiderait énormément. En échange, je pourrais vous payer pour ces consultations. Charlotte réfléchit rapidement. 40 € pour nettoyer ses bureaux, ou le double pour utiliser enfin son cerveau? Le choix est vite fait. D'accord, mais discrètement. Bien sûr. Cette nuit-là, Charlotte rentre chez elle différemment. Pour la première fois depuis 6 mois, elle a parlé de comptes, d'analyse, de chiffres. Elle a retrouvé cette excitation intellectuelle qui lui manquait tant. En s'endormant, elle repense aux dossiers étalés sur le bureau de Lucas. Des entreprises véreuses, des patrons malhonnêtes, des systèmes qu'elle pourrait contribuer à dénoncer. Une idée germe dans son esprit. Et si sa chute pouvait servir à faire tomber d'autres? Et si son expérience douloureuse devenait une arme contre l'injustice? Pour la première fois depuis des mois, Charlotte sourit en s'endormant. Février s'installe avec ses soirées studieuses. 3 fois par semaine, Charlotte retrouve Lucas au journal après 22 heures. Officiellement, elle fait le ménage. En réalité, elle épluche des bilans comptables jusqu'à l'aube. Lucas lui apporte les dossiers les plus complexes. Entreprises aux comptes nébuleux, associations aux finances troubles, marché public aux attributions suspectes. Charlotte décortique tout avec la précision d'un chirurgien. Regardez cette ligne. Elle pointe un chiffre sur l'écran. Charges exceptionnelles multipliées par 5 en un an. Et là, cette filiale créée aux îles Caïmans, juste avant la clôture des comptes. Lucas prend des notes fébrilement. Cette femme voit des fraudes là où lui ne percevait que des anomalies mineures. En 6 semaines, elle lui a fourni assez d'éléments pour 3 articles retentissants. Charlotte savoure ces moments. Son cerveau reprend vie après des mois d'engourdissement. Elle retrouve cette satisfaction intellectuelle de résoudre des énigmes complexes, de faire parler les chiffres. Mais surtout, elle découvre le plaisir de la vengeance froide. Chaque entreprise qu'elle contribue à démasquer lui rappelle Durand, un associé. Chaque patron malhonnête qu'elle aide à faire tomber efface un peu l'humiliation subie. Lucas remarque cette flamme nouvelle dans ses yeux quand elle évoque les fraudeurs. Vous les haïssez vraiment? Ils m'ont volé ma carrière. Aujourd'hui, c'est mon tour. Cette complicité professionnelle évolue insensiblement vers autre chose. Lucas admire l'intelligence de Charlotte, sa détermination, cette beauté un peu sauvage que lui donnent les épreuves traversées. Charlotte apprécie sa droiture, son respect pour son travail, sa façon de l'écouter sans la juger. Un soir de mars, Lucas lui propose de prendre un café après leur session de travail. Charlotte accepte, surprise par son propre empressement. Dans le petit bistrot ouvert toute la nuit près du journal, il parle pour la première fois d'autre chose que de comptabilité. Lucas lui raconte son parcours. Études de journalisme, désillusion face au métier, passion intacte pour la vérité malgré les déceptions. Et vous, avant cette histoire de licenciement? Charlotte hésite. Depuis des mois, elle ne raconte plus sa vie. Trop douloureuse, trop compliquée. Famille compliquée. Père homme d'affaires, mère au foyer, sœur avocate parfaite. J'étais celle qui décevait toujours. C'est pour ça que vous refusez de l'aide? Cette fierté qui vous pousse à tout faire seule? Charlotte se raidit. Lucas vient de toucher le nerf sensible. Elle se lève brusquement. Il faut que je rentre. Lucas n'insiste pas, comprenant qu'il est allé trop loin. Mais quelque chose a changé entre eux ce soir-là. Une intimité naissante, fragile, que Charlotte s'empresse de refermer. Les semaines suivantes, elle maintient ses distances. Professionnelle avec Lucas, concentrée sur les dossiers, évitant soigneusement tout sujet personnel. Lucas respecte cette frontière sans la comprendre. Avril arrive avec les premiers résultats concrets. Leur premier article commun, signé Lucas Martin seulement, fait grand bruit. Une PME de travaux publics accusée de surfacturation sur les marchés municipaux. L'enquête comptable de Charlotte est implacable. Le lendemain, Lucas trouve Charlotte particulièrement silencieuse. Vous n'êtes pas contente? L'article fait sensation. Votre article, votre signature, votre succès. Vous savez bien que je ne peux pas vous citer. Ce serait vous exposer. Charlotte acquiesce, mais quelque chose la ronge. Cette invisibilité volontaire lui pèse plus qu'elle ne l'imaginait. Voir Lucas récolter les félicitations pour un travail qu'elle a largement inspiré réveille de vieilles blessures. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Charlotte fait le bilan. 6 mois après sa chute, elle a trouvé un équilibre précaire. Ses 3 emplois lui assurent un revenu de survie. Sa collaboration avec Lucas lui redonne un sens.
Mais cette vie construite sur l'orgueil et la méfiance l'isole chaque jour davantage. Elle repense à la proposition de café de Lucas, à ce moment de proximité qu'elle a saboté par peur. Peur de dépendre de quelqu'un, peur d'être trahie, peur de donner prise à la faiblesse. En s'endormant, Charlotte réalise qu'elle s'est enfermée dans une prison dorée, libre de toute obligation envers sa famille, mais prisonnière de sa propre fierté. Mai explose dans une chaleur précoce. Charlotte ouvre son journal du matin et sourit pour la première fois depuis des mois. Première page, gros titre, Durand un associé, fermeture définitive après enquête fiscale. Son ancienne entreprise s'effondre. 6 mois d'investigation minutieuse de Lucas, nourris par l'expertise comptable de Charlotte, ont fini par payer. Les preuves s'accumulaient, implacables. Facturation fictive, détournement de TVA, compte offshore. Le fisc a frappé fort. Charlotte savoure sa vengeance froide. Durand, ce patron méprisant qui l'avait humilié, fait aujourd'hui la une pour toutes les mauvaises raisons. Ses employés actuels perdent leur travail, mais Charlotte refuse de culpabiliser. Elle n'a fait que révéler la vérité. Ce soir-là, Lucas l'attend au journal avec une bouteille de champagne. « Nous avons gagné. Vous avez gagné. Moi, je n'existe pas dans cette histoire. » Lucas pose la bouteille, comprenant que Charlotte ne partage pas son euphorie. « Vous savez bien pourquoi. Si votre nom apparaissait, je sais, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Charlotte se plonge dans un nouveau dossier. Société de BTP liée à la mairie, marché public attribué sans appel d'offres, des millions d'euros de travaux facturés au-dessus des prix du marché. Celui-là aussi, il faut le faire tomber. Lucas étudie les documents que Charlotte lui tend. L'entreprise Moreau Construction. Il blêmit en lisant le nom du dirigeant, Marcel Moreau. « Charlotte, c'est votre père ?» Elle acquiesce sans lever les yeux de l'écran. « Et alors ? Vous êtes sûr de vouloir ?» Il m'a humilié devant 40 personnes. À son tour, Lucas sent un frisson d'inquiétude. Cette détermination implacable commence à l'alarmer. Charlotte poursuit ses corruptions avec l'acharnement de quelqu'un qui règle des comptes personnels plutôt que de servir la justice. Mais l'enquête sur Moreau Construction s'avère plus complexe que prévu. Marcel Moreau connaît du monde. Élu municipal, membre de plusieurs associations patronales, ami du propriétaire de l'éco local. Une semaine plus tard, Lucas est convoqué dans le bureau de son patron. Monsieur Bertrand, la soixantaine distinguée, dirige le journal familial depuis 20 ans. Il reçoit Lucas derrière son imposant bureau d'acajou. Ses enquêtes sur les entreprises locales commencent à faire beaucoup de bruit. C'est le but, non ? Informer les citoyens ? Informer, oui. Détruire l'économie locale, non. Bertrand se penche vers lui. Marcel Moreau est un homme respectable. Un pilier de notre communauté. Ses accusations sont très graves. Les preuves sont solides. Les preuves. Bertrand agite la main avec mépris. Vous savez qui finance ce journal ? Les publicités des entreprises que vous dénoncez. Durand & Associés représentait 15 000 € de recettes publicitaires par an. Lucas comprend où son patron veut en venir. Vous me demandez d'arrêter ? Je vous demande de réfléchir. Votre contrat arrive à échéance le mois prochain. Son renouvellement dépend de, disons, votre capacité à faire preuve de discernement. Ce soir-là, Lucas retrouve Charlotte plus déterminée que jamais. Elle a passé la journée à éplucher les comptes de son père, découvrant l'ampleur de ses malversations. Il faut publier maintenant. J'ai tout. Charlotte, on me menace de licenciement. Elle s'arrête net, réalisant soudain les conséquences de leur collaboration pour Lucas. À cause de moi ? À cause de nos enquêtes ? Votre père a plus d'influence que je ne le pensais. Charlotte sent sa gorge se serrer. Depuis des mois, elle utilise Lucas pour sa vengeance personnelle sans mesurer le prix qu'il paie. Cet homme intègre, qui l'a aidé à retrouver sa dignité, risque maintenant sa carrière par sa faute. Mais son orgueil reprend le dessus. Elle ne peut pas reculer maintenant. Pas quand elle tient enfin sa revanche sur celui qui l'a détruite. Il faut continuer. C'est trop important. Lucas la regarde longuement, cherchant dans ses yeux la femme courageuse qu'il a appris à admirer. Il n'y trouve qu'une soif de vengeance qui l'effraie. Cette nuit-là, Charlotte rentre chez elle avec une certitude douloureuse. Elle va perdre Lucas. Soit parce qu'il cédera aux pressions, soit parce qu'elle l'aura entraîné dans sa chute. Mais elle ne peut plus s'arrêter. La machine de la vengeance est lancée.
Juin frappe comme un coup près. Charlotte arrive au journal et trouve le bureau de Lucas vide. Ses affaires personnelles ont disparu. Seul reste un mot sur l'écran d'ordinateur. Licenciement avec effet immédiat, non-respect de la ligne éditoriale. Charlotte court jusqu'au bureau de Bertrand. Il l'accueille avec un sourire froid. « Mademoiselle, vous n'avez rien à faire ici. Où est Lucas? Pourquoi l'avez-vous viré? Restructuration interne. Nous n'avons plus besoin de ses services. » Charlotte sent la colère exploser en elle. Cet homme vient de détruire la carrière du seul être qui l'a respecté depuis des mois. Elle avance vers le bureau, les poings serrés. « Vous savez très bien pourquoi. À cause de nos enquêtes, à cause de mon père. » « Votre père ?» Bertrand fronce les sourcils, puis éclate de rire. « Ah, Marcel Moreau, vous êtes sa fille? Rendez-lui son travail. Ma petite, vous ne comprenez rien. » Bertrand se cale dans son fauteuil, savourant la situation. « Votre famille a toujours eu de l'influence ici. Votre père m'a téléphoné plusieurs fois au fil des années. » Charlotte se fige. Un pressentiment glacé l'envahit. Il m'appelait pour me donner des conseils paternels. Me dire de ne pas donner trop d'opportunités à Charlotte Moreau. Bertrand sourit méchamment. Il expliquait que sa fille avait besoin d'apprendre l'humilité, qu'elle était trop fière, trop rebelle. Le monde s'écroule autour de Charlotte. Les mots de Bertrand résonnent comme des coups de massue. Vous mentez. Pourquoi mentir? Votre père est un homme prévoyant. Il savait que vous tenteriez votre chance dans le journalisme après votre incident chez Durand. Il m'a déconseillé de vous embaucher. Charlotte chancelle. Ses jambes se dérobent sous elle. Maintenant que j'y pense, il m'avait aussi appelé il y a 3 ans quand vous aviez postulé chez Lemaire Expertise. Et l'année dernière pour le poste chez Compta Service. Bertrand savoure chaque mot. Toujours le même discours. Charlotte a du potentiel, mais elle doit apprendre la modestie. Les souvenirs défilent dans l'esprit de Charlotte avec une clarté douloureuse. Tous ces entretiens qui se passaient de bien puis se terminaient par des refus inexpliqués. Ces employeurs qui la regardaient bizarrement, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait. Ces malchances, répétées, qu'elle attribuait à son caractère difficile. Votre père protège votre réputation, voyez-vous. Il ne veut pas que sa fille échoue publiquement. Alors, il s'arrange pour que vous échouiez discrètement. Charlotte comprend enfin. Toute sa vie professionnelle n'a été qu'une série d'obstacles dressés par son propre père. Chaque échec, chaque humiliation, chaque porte fermée, tout était orchestré. Pas de malédiction, pas de caractère difficile. Juste un père manipulateur qui contrôlait sa destinée de l'ombre. Les larmes lui montent aux yeux, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. C'est une rage pure, primitive, qui remonte de ses entrailles. Il a détruit ma vie. Il vous a protégé. Nuance. Charlotte sort du bureau en titubant. Dans la rue, elle vomit sa colère et son dégoût. Tout prend sens maintenant. Les sourires entendus à la fête d'anniversaire. Les remarques assassines sur ses échecs répétés. Toute la famille était complice, connaissait le petit jeu cruel de Marcel. Elle rentre chez elle comme un automate. Dans son studio miteux, elle s'effondre sur son lit et hurle sa rage dans l'oreiller. Pendant des heures, elle alterne entre crises de larmes et accès de fureur destructrice. Vers minuit, elle se calme assez pour réfléchir. Lucas, il faut qu'elle le trouve, qu'elle lui explique, qu'elle s'excuse. Il a perdu son travail à cause d'elle, à cause de sa famille toxique. Elle compose son numéro. Messagerie. Lucas, c'est Charlotte. Je sais pourquoi vous avez été viré. C'est ma faute. Tout est ma faute. Je dois vous voir. Elle raccroche et fixe son téléphone, espérant qu'il rappelle. Mais les heures passent en silence. Au petit matin, Charlotte prend la décision la plus douloureuse de sa vie. Elle ne peut plus entraîner Lucas dans sa guerre familiale. Elle doit le protéger de sa famille toxique, même si cela signifie le perdre à jamais. Elle lui envoie un dernier message. « Nous sommes trop différents. C'était une erreur. Ne me rappelez pas. » Puis elle éteint son téléphone et s'enferme dans sa solitude, consumée par une haine qu'elle ne contrôle plus. Juillet fond sur Charlotte, comme un cauchemar éveillé. Depuis 2 semaines, elle n'a pas quitté son studio. Ses 3 emplois, abandonnés du jour au lendemain, sans explication, sans excuse.
Elle ne répond plus au téléphone, n'ouvre plus sa porte, ne consulte plus ses mails. L'appartement pue la négligence. Vaisselle sale empilée dans l'évier, vêtements éparpillés au sol, rideaux tirés en permanence. Charlotte vit dans une pénombre malsaine, nourrie de plats surgelés et de colère rentrée. Elle passe ses journées allongée sur son lit défait, à ressasser 28 années d'humiliation sous un jour nouveau. Cette promotion refusée à 23 ans, papa avait téléphoné. Ce stage non renouvelé, encore papa. Cette recommandation qui n'avait jamais abouti, toujours lui. Sa vie entière n'avait été qu'une mise en scène cruelle. Marcel Moreau, le père aimant en public, tirait les ficelles dans l'ombre pour maintenir sa fille dans une dépendance perpétuelle. Plus elle échouait, plus elle avait besoin de lui. Plus elle dépendait de lui, plus il pouvait la contrôler. Le génie maléfique du stratagème la fascine autant qu'il la dégoûte. Son père l'avait transformée en marionnette sans qu'elle s'en aperçoive. Pire, il l'avait convaincue que ses échecs étaient mérités, que son caractère difficile expliquait tout. Charlotte se souvient de ces dîners familiaux où Marcel dispensait ses conseils paternels. « Il faut que tu apprennes la patience, Charlotte, l'humilité. Le monde ne te doit rien. » Chaque mot était un mensonge. Chaque conseil une manipulation supplémentaire. La haine consume Charlotte jour et nuit. Une haine pure, absolue, qui lui donne des pulsions violentes. Elle imagine confronter son père, le démasquer publiquement, le détruire comme il l'a détruite. Mais même dans ses fantasmes de vengeance, elle se sent impuissante. Marcel Moreau a 30 ans d'avance sur elle. Un réseau solidement établi, une réputation intouchable. Les économies s'épuisent dangereusement. Sans ses 3 emplois, Charlotte ne peut plus payer son loyer. Les factures s'accumulent sur la table de la cuisine, marquées de tampons rouges menaçants. Mais elle s'en moque. À quoi bon payer des factures quand toute sa vie n'a été qu'un mensonge? Lucas. Son nom traverse parfois ses pensées comme un éclair douloureux. Cet homme intègre qu'il avait respecté, valorisé, peut-être même aimé. Elle l'a sacrifié sur l'autel de son orgueil et de sa lâcheté. Trop fière pour lui avouer la vérité, trop lâche pour assumer les conséquences de leurs enquêtes. Son téléphone clignote régulièrement. Message de Lucas qu'elle n'écoute pas, appel de sa grand-mère qu'elle ignore, relance de ses anciens employeurs qu'elle efface. Charlotte a coupé tous les ponts avec le monde extérieur. Plus personne n'existe hormis sa rage et son dégoût de soi. Un matin de la fin juillet, elle contemple son reflet dans le miroir de la salle de bain. Cheveux gras, cernes violacées, joues creusées. L'image de la défaite absolue. Son père a gagné. Après 28 ans de manipulation sournoise, il a enfin réussi à la briser complètement. Charlotte ricane amèrement. Elle comprend maintenant pourquoi Marcel tenait tant à ce qu'elle apprenne l'humilité. Il savait qu'un jour ou l'autre, elle découvrirait la vérité. Il la préparait à sa chute finale, s'assurant qu'elle n'aurait ni les armes ni l'énergie pour se battre. Mais dans cette lucidité désespérée, germe une idée terrible. Si son père a orchestré sa destruction, il a aussi révélé ses propres faiblesses. Ses coups de téléphone à Bertrand, ses interventions répétées, ses manipulations, tout cela laisse des traces, des preuves. Pour la première fois depuis des semaines, Charlotte ouvre son ordinateur portable. Ses doigts tremblent sur le clavier, mais elle commence à taper. Une liste de tous ses échecs professionnels, avec date et circonstances. Méthodiquement, elle reconstitue la chronologie de sa destruction. L'exercice lui prend 3 heures et la laisse épuisée, mais étrangement apaisée. Pour la première fois depuis la révélation de Bertrand, elle a l'impression de reprendre un semblant de contrôle sur sa vie. En s'endormant ce soir-là, Charlotte prend une résolution. Elle ne va pas mourir dans ce studio sordide, rongé par la haine et l'apitoiement. Si elle doit couler, elle entraînera Marcel Moreau avec elle dans sa chute. La guerre entre le père et la fille ne fait que commencer. Début août. Charlotte sursaute en entendant frapper à sa porte. Depuis 3 semaines, plus personne ne vient. Elle hésite, puis entr'ouvre. Marie se tient sur le palier, élégante malgré la chaleur, mais le visage marqué par une inquiétude inhabituelle. « Charlotte, il faut qu'on parle. Va-t'en. J'ai découvert des choses sur papa. »
Des choses graves. Charlotte resserre sa robe de chambre. Sa sœur la parfaite vient lui parler de leur père. L'ironie de la situation la fait presque sourire. « Laisse-moi entrer, s'il te plaît. » Charlotte recule, laissant Marie découvrir le chaos de son appartement. Sa sœur ne fait aucun commentaire sur l'état des lieux, se contente de s'asseoir sur l'unique chaise disponible. J'ai quitté le cabinet. Marie annonce la nouvelle comme on avoue un crime. Je ne supportais plus de défendre des entreprises que je savais corrompues. Charlotte la regarde sans comprendre. Marie, quitter son emploi de rêve? Impossible. En fouillant dans mes dossiers, j'ai trouvé des liens troublants. Plusieurs clients du cabinet avaient des affaires avec papa. Des marchés publics attribués dans des conditions douteuses, des sociétés créées offshore, des montages financiers complexes. Marie marque une pause. J'ai commencé à enquêter discrètement. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que j'ai aussi découvert autre chose. Papa t'a saboté pendant des années. Charlotte se raidit. Marie sait. Il appelait tes potentiels employeurs pour les dissuader de t'embaucher. Il prétendait te protéger, mais en réalité... Marie baisse les yeux. Il te gardait sous son contrôle. Tu le savais? Non, je te jure que non. Les larmes montent aux yeux de Marie. Mais j'aurais dû m'en douter. Tes échecs répétés, ses commentaires méprisants, sa façon de te rabaisser constamment. Charlotte observe sa sœur. Pour la première fois de sa vie, Marie semble vulnérable, humaine. J'ai été lâche, Charlotte. Pendant des années, j'ai fermé les yeux sur ses méthodes parce que ça m'arrangeait d'être la fille parfaite. Marie se lève, fait quelques pas nerveux. Cette nuit où tu as révélé la vérité sur ton licenciement, j'ai eu honte. Pas de toi, de moi. Pourquoi tu viens me dire tout ça maintenant? Parce que j'ai trouvé du travail. Dans une petite ONG qui aide les victimes de harcèlement professionnel. Marie fouille dans son sac. Ils cherchent une consultante comptable. Le salaire n'est pas énorme, mais c'est du travail honnête. Elle tend une enveloppe à Charlotte. J'ai parlé de toi à la directrice. Elle veut te rencontrer. Charlotte fixe l'enveloppe sans la prendre. Accepter cette aide signifie renoncer à l'orgueil farouche qui la fait tenir depuis des mois. Admettre qu'elle a besoin des autres, qu'elle ne peut pas s'en sortir seule. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que... Charlotte cherche ses mots. Parce que si j'accepte ton aide, ça veut dire que j'ai échoué, que papa avait raison. Non. Marie s'approche d'elle. Ça veut dire que tu es humaine, que tu as le droit de faire des erreurs, d'avoir des faiblesses, de demander de l'aide. Charlotte sent ses défenses s'effriter. Cette fierté qui l'a soutenue pendant des mois devient soudain un fardeau insupportable. J'ai tout gâché. Mon travail, ma vie, Lucas. Lucas? Il a perdu son emploi à cause de nos enquêtes sur papa. Je l'ai quitté pour le protéger. Charlotte s'effondre sur son lit. J'ai voulu me battre seule contre papa et j'ai détruit la seule personne qui comptait vraiment pour moi. Marie s'assoit à côté d'elle. Tu peux encore réparer, Charlotte. Mais d'abord, il faut que tu acceptes de l'aide. Charlotte regarde l'enveloppe que sa sœur tient toujours. Pour la première fois depuis des mois, elle entrevoit une issue à sa spirale destructrice. Pas une victoire éclatante, pas une vengeance parfaite, juste une possibilité de recommencer avec l'aide d'autres personnes. Elle tend la main vers l'enveloppe. D'accord. Marie sourit, et Charlotte reconnaît enfin sa sœur derrière le masque de perfection qu'elle portait depuis l'enfance. Il y a une condition. Charlotte prend l'enveloppe. Je veux que tu m'aides à retrouver Lucas. J'ai des excuses à lui présenter. Compte sur moi. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, Charlotte prend une douche, range son appartement, prépare des vêtements propres pour le lendemain. Elle a enfin compris que l'orgueil sans limite n'est pas de la force, mais de la faiblesse déguisée. Et que parfois, accepter de l'aide est l'acte le plus courageux qu'on puisse accomplir. Septembre apporte une nouvelle Charlotte. 2 mois dans l'ONG l'ont transformée. Cheveux soignés, regard clair, sourire retrouvé. Elle aide des victimes de harcèlement professionnel, leur apporte son expertise comptable pour démonter les manipulations financières de leurs employeurs. Chaque dossier résolu efface un peu plus l'amertume des derniers mois. Ce jeudi soir, Marie lui tend une adresse griffonnée sur un papier. Lucas habite là maintenant. Charlotte contemple l'adresse. Quartier populaire, pas loin de son ancien studio. Sa gorge se serre en imaginant la chute sociale qu'il a subie par sa faute. Il travaille toujours?
Livreur à vélo le jour. Il écrit un livre le soir sur les fraudes financières locales. Charlotte ferme les yeux. Cet homme intègre, réduit à pédaler pour survivre après avoir perdu sa carrière pour elle. La culpabilité la ronge depuis des mois, mais aujourd'hui elle a enfin le courage de l'affronter. Le samedi après-midi, elle se poste devant l'immeuble indiqué. Bâtisse des années 70, crépi défraîchi, boîtes aux lettres cabossées. À 18h, Lucas apparaît, casque de vélo sous le bras, veste réfléchissante sur l'épaule. Il a maigri, ses traits se sont creusés, mais il garde cette prestance naturelle qui l'avait séduite. Il la voit et s'arrête net. « Charlotte ? Bonjour Lucas, on peut parler ?» Il hésite, visiblement partagé entre joie et méfiance. Monte, 5e étage. L'appartement de Lucas est spartiate mais propre. 25 mètres carrés, un lit, un bureau, des piles de documents partout. Sur l'ordinateur portable, Charlotte aperçoit un fichier intitulé « Les réseaux de corruption, enquête sur une petite ville française ». « Tu écris vraiment un livre ?» Faute de pouvoir publier mes articles. Il désigne une chaise. « Café ?» « Je t'en prie. » Lucas s'affaire dans le coin cuisine. Charlotte observe ses gestes précis, sa façon de masquer sa nervosité par l'activité. Elle prend une inspiration profonde. « Je sais pourquoi tu as été licencié. » Il se retourne, tasse en main. « Ah, mon père. Il a fait pression sur Bertrand, comme il l'a fait pendant des années pour saboter ma carrière. » Lucas pose les tasses, s'assoit face à elle. « Depuis quand tu le sais ?»« Juillet. Bertrand me l'a dit le jour de ton licenciement. » Charlotte baisse les yeux. « J'ai voulu te protéger en rompant. Je pensais qu'en m'éloignant de toi, tu pourrais reconstruire ta carrière sans être associée à ma famille toxique. Tu pensais me protéger ?» Lucas la regarde avec incrédulité. « En me laissant croire que tu ne voulais plus de moi ? Je sais que c'était stupide. J'étais... » Charlotte cherche ses mots. « J'étais tellement en colère, tellement blessée. J'avais découvert que toute ma vie n'avait été qu'une manipulation. Je ne supportais pas l'idée de t'entraîner dans ma chute. » Lucas sirote son café en silence. Charlotte continue, la voix tremblante. « Ces derniers mois ont été un enfer. J'ai touché le fond. Vraiment. » Elle lève les yeux vers lui. « Mais j'ai compris quelque chose d'important. L'orgueil qui me faisait croire que je pouvais tout affronter seule, c'était en fait de la lâcheté. J'avais peur de faire confiance, peur de dépendre de quelqu'un. Et maintenant, je travaille pour une ONG. J'aide des gens comme nous. Ma sœur Marie m'a tendu la main quand j'étais au plus bas. » Charlotte sourit timidement. « J'ai appris qu'accepter de l'aide, ce n'est pas échouer. C'est grandir. » Lucas pose sa tasse, l'étudie longuement. « Tu as changé. »« Oui. Et toi ? Tu me pardonnes ? » ?»« Je ne sais pas encore. » Il se lève, fait quelques pas. « Tu m'as fait très mal, Charlotte. Ce message de rupture, j'ai cru devenir fou. Je sais, je suis désolée. Mais je comprends maintenant pourquoi tu l'as fait. » Il se retourne vers elle. « Ton père a détruit beaucoup de choses. Pas seulement ta carrière, ta confiance en toi, ta capacité à faire confiance aux autres. » Charlotte hoche la tête, les larmes aux yeux. « J'ai une proposition. » Lucas revient s'asseoir. « Mon livre avance bien. Un éditeur indépendant s'y intéresse. Mais j'aurais besoin d'une associée. Quelqu'un qui comprenne les subtilités comptables, qui ait vécu de l'intérieur ce système de corruption. Tu me proposes de t'aider ? Je te propose qu'on crée quelque chose ensemble. Un cabinet de conseil indépendant. Pour aider les entreprises à rester propres et les employés à dénoncer les fraudes. » Charlotte sent son cœur s'emballer. Cette proposition dépasse tout ce qu'elle espérait. « Et nous deux ? Ça, on verra. » Lucas sourit pour la première fois depuis son arrivée. « D'abord, apprends-moi à te faire confiance. » Ce soir-là, Charlotte rentre chez elle transformée. Elle a retrouvé Lucas, pas encore comme amoureux, mais comme partenaire. Elle a découvert qu'on pouvait reconstruire sa vie sur des bases saines, avec l'aide d'autres personnes qui nous respectent. En s'endormant, elle repense à la fête d'anniversaire qui avait tout déclenché. Cette humiliation publique lui avait fait perdre sa famille, son travail, sa fierté. Mais elle lui avait aussi permis de découvrir qui elle était vraiment, une femme plus forte qu'elle ne le pensait.